Ces bouts de ferraille constituent un trophée de guerre. Il s'agit d'un vieux DC-2 de l'aviation civile abattu 15 jours avant notre passage. Il transportait, nous assure-t-on, des officiers éthiopiens. Cette démonstration militaire se déroule à 5 km de la ville de Tesséné, tenue par les troupes éthiopiennes. Dans cette partie du pays, celles-ci ne sortent pratiquement plus de leur garnison, encerclées par les maquisards. Récemment, par exemple, elles ont tenté une percée pour récupérer les restes de l'avion. Elles ont été repoussées par le bataillon 69 au cours d'une dure bataille qui aurait fait 150 morts chez les Éthiopiens. Cet homme de 30 ans commande le bataillon 69. Il ne porte aucun insigne, aucun grade sur son uniforme. C'est un des principaux dirigeants militaires du Front de Libération. Les armes du front sont pour la plupart d'origine soviétique. Elles ont été prises à l'ennemi ou fournies par les alliés arabes de la révolution érythréenne, comme la Syrie, l'Irak, l'Égypte et le Soudan. Depuis plusieurs années, les deux fronts de libération contrôlent militairement et politiquement de vastes territoires. En 1977, les troupes éthiopiennes, découragées, fatiguées, ont évacué la plupart des villes. Elles ne contrôlaient plus que la capitale, Asmara, et le port, Massawa. La victoire des Érythréens paraissait alors à portée de main. Mais dans le courant de l'été et de l'automne 1978, les Éthiopiens, puissamment aidés par l'Union soviétique, ont lancé une vaste offensive. Les villes furent attaquées par l'aviation, les fantômes d'origine américaine, mais surtout les MiG-17 et les appareils ultramodernes MiG-21 et MiG-23 furent engagés dans les combats. Les troupes érythréennes décidèrent de se replier. Une grande partie de la population s'enfuit avec elles dans le maquis.
Tout un peuple vit ainsi sous les arbres, réfugié dans son propre pays. Nous sommes ici au camp de base de l'organisation humanitaire du Front, la Croix et Croissant Rouge de l'Érythrée, chargée précisément de venir en aide aux populations déplacées. Toutes les structures du front sont ainsi réparties dans les maquis, reliées entre elles par radio. Depuis que les villes sont tombées l'automne passé, quelle est la proportion de la population de l'Érythrée qui vit ainsi sous les arbres dans le maquis? Nous avons à peu près plus de 850 000 déplacés dans les zones libérées. C'est extrêmement difficile de contrôler ces gens parce que, comme je viens de vous répéter, c'est que les bombardements aériens sont constants. Je dois dire qu'il y a des difficultés d'adaptation. Beaucoup d'entre eux, ils s'adaptent parce que ça, c'est les drames on se trouve, c'est les drames du peuple de l'Érythrée. Mais il y a aussi d'autres familles qui rejoignent les voisins soudanais. On peut dire qu'au Soudan aujourd'hui, si on parle des réfugiés érythréens, il y a à peu près 300 000 réfugiés érythréens qui se trouvent au Soudan. Depuis novembre 1978, les Éthiopiens ont repris pratiquement toutes les villes érythréennes. C'est ce tournant de la guerre qui a provoqué cet exode spectaculaire vers l'intérieur du pays et vers le Soudan. C'est extrêmement difficile de dire à la population civile, ne quittez pas le pays, restez ici. Mais pour dire ça, il faut que vous présentiez quelque chose. C'est vrai que c'est ce que nous venons de présenter à la population civile. Ce n'est pas tout parfait, mais au moins c'est encourageant. C'est-à-dire nous avons plus de 50 écoles dans l'Érythrée. Nous avons plus de 400 enseignants. Nous avons des cliniques, après 35 cliniques. Nous sommes été capables de créer une série de mobile cliniques. Et tout cet effort, vous devez le fournir sous une menace permanente. Exactement. Exactement. D'où vient-elle, cette menace? Cette menace, c'est l'existence de la guerre. C'est les bombardements aériens, la population qui est toujours mobilisée. Et surtout, il faut dire que la menace des bombardements aériens a créé une psychose, surtout sur les enfants. S'agit-il de bombardements lourds? Oui, exactement. Exactement. Je peux vous montrer des parcelles de bombes. Vous voyez, ça c'est une bombe à fragmentation qui contient à l'intérieur à peu près 250 jusqu'à 300 petites bombes. De quelle origine sont ces bombes? Sont des origines différentes. Il y a des bombes israéliennes, il y a des bombes américaines, il y a des bombes russes. Sont différentes, de différentes origines. Et sur quels objectifs sont-elles lâchées? Essentiellement sur les objectifs civils. Objectifs civils. Pour terroriser la population? Pour terroriser la population. Parce que ça, selon nous, c'est la politique menée par le gouvernement éthiopien de décourager la population civile afin que cette population quitte le pays. Ça, c'est un exemple extrêmement clair parce que le gouvernement éthiopien n'est pas intéressé pour la population érythréenne, mais il est intéressé pour le territoire de l'Érythrée.
Cette bombe à fragmentation est du type de celles qui furent lâchées sur le Vietnam. Les inscriptions en caractère cyrillique trahissent son origine soviétique. Les fronts de libération ont installé dans les territoires libérés des dizaines de cliniques de villages comme celle-ci. On y soigne les blessés, mais aussi les malades, car l'état de santé de la population est désastreux. La malaria sévit partout, d'autant plus dangereusement que les organismes sont affaiblis par la malnutrition. Le chameau est souvent le seul moyen de transport utilisable. Ici, il sert d'ambulance. Une famille amène une femme malade. Ce ne sont pas des médecins dûment diplômés qui soignent ici blessés et malades, mais des infirmières, des infirmiers formés sur le terrain avec quelques cours théoriques et beaucoup de pratiques. Vous avez, après les bombardements, ici, vous avez une fragmentation des bombes qui a été frappée. Elle est blessée ici, mais maintenant ça va. Quand a-t-il été blessé? C'est pendant les air raids qui a été fait par l'aviation éthiopienne tout près de Haïkota. C'est un village. Vous voyez, tous ces gens-là sont des blessés civils. Ce jeune garçon, il a perdu la vie. Vous voyez? Il y a une dilatation de la pupille, il a complètement perdu la vie. Quel âge a-t-il? 8 ans, 9 ans. Ça, c'est sa mère. Cette femme a perdu air bombardement. Le même jour, elle a perdu 3 enfants. Selon la tradition africaine, le malade qui va à l'hôpital est généralement accompagné de toute sa famille qui attend patiemment sa guérison. Il ne suffit pas de soigner la population, il faut encore la nourrir. Non seulement l'économie des villes est paralysée, mais l'agriculture est disloquée par la guerre. La grande offensive de l'année passée a été lancée au moment des récoltes. Elles ont souvent été détruites par les bombardements ou abandonnées par les paysans fuyant les zones de combat. Les fronts de libération doivent donc acheminer des vivres importés du Soudan jusqu'au cœur du pays. Nous sommes ici dans un centre de distribution de la Croix et Croissant Rouge érythréen, d'où partent chaque jour des colonnes de chameaux chargées de farine, de sucre, de médicaments. Sur sa route, la colonne croise de nombreux villages comme celui-ci. Il est totalement abandonné. Ses habitants l'ont quitté parce qu'il est trop exposé aux bombardements aériens. Ils se sont retirés dans des régions plus propices où les arbres et les replis de terrain peuvent servir de camouflage.
Les secours alimentaires et sanitaires fournis par les fronts permettent tout juste aux populations déplacées de survivre. Leurs conditions d'existence sont extrêmement dures. Les habitants des villes se trouvent projetés en pleine nature, isolés, dépendant d'une assistance extérieure. Le choc est pénible non seulement matériellement, mais psychologiquement. Combien de mois, combien d'années, ces familles déplacées accepteront-elles de vivre ainsi sous les arbres? D'où viennent ces gens, docteur? De Haïkota. Depuis quand sont-ils ici? Depuis que les Éthiopiens nous ont réoccupé la ville de Haïkota. Combien de personnes vivent ici, madame? ክንደይ ሰብ ይነብሩ ብዛ ቦታ እዚኣ ብለኹ ኣሎ ኣብዚኣ ንሕና ዶ 16 personnes avec les enfants. Pourquoi êtes-vous parti de la ville où vous habitiez? ስለምንታይ ካብቲ ዝነበርክኖ ከተማ ሃዲም ክንወፅእ ንብለክና ኣሎ ጸላኢ ጸላኢ ፈሪህና Nous avons eu peur de l'ennemi. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ici? ኣብዚ ኸ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ዶ ይስማዓክ ንብለክና ኣሎ ምስ ኣሕዋትና ምዘም ሕዋስና ምዘም ደቅና ኮይንና ኢልና ከፊልና ነበር Très satisfait d'être protégé par les fronts. Mais il y a les avions. Vous n'avez pas peur des avions? ኣብዚ እውን ነፈርቲ መጻኹም እንዴ ናይ ትፈርሑ እንዲኹም ካብ ነፈርቲ እሞ ፈርሕና ይፈርሕና ምሽቅ ምስ ደቅና ክመትና ሓዲሊና ካብ ምሓር ዝሓርድና እንታይ ክንብል Il y a les dangers des avions, mais le plus important, c'est qu'on est en sécurité ici. Et puis, ፍቅርና ስሓታና ጫዓ ተፀጊዖም ዝነብሩ ደሎ ምፅኦም ክንነብር ኢና ንብር ማለትና ዳይና እምበር መናባበር ዘለና የብልና ትርኢና mais on comprend la réalité de notre peuple parce qu'il se trouve dans une phase difficile. Et aussi, de temps en temps, nous recevons aussi des aides. ተጋደልቲ ቀደም ሰበል እዮም ፍርቆም ከዓ ንምንታይ ኣብዚ ተቕልቦም ሰብ የብሎም ሰብኣይ ከዓ የብልና መናባበሪ ወኻብ ክዳብ ለይትኻ በርታ ገለ መልካ የብልና Les seuls, parce que les hommes ils sont enrôlés dans l'armée, et aussi les gens, nous sommes des femmes avec les enfants. On est parti quand les militaires éthiopiens sont arrivés, après tous ces bombardements. Quand on a vu qu'ils avaient tout détruit, alors on s'est enfui. Et comment vous êtes-vous adapté à cette vie nouvelle? Vraiment, je me sens bien ici. Au début, ça a été difficile parce que j'ai toujours vécu en ville. Mais il y a 6 mois que nous sommes ici, à la campagne, et on s'est habitué. Ça, c'est ma fille aînée. Et voilà ma femme. Quelle activité avez-vous ici? Je m'occupe de la coopérative agricole. On travaille tous ensemble, on creuse des puits, on construit des maisons. Et dans votre ville d'Agordat, quel était votre métier? J'étais mécanicien à la minoterie. Nous ne voulons pas habituer la population civile de l'Érythrée attendre simplement des aides qui viennent de dehors. Aujourd'hui, il reste clair que la population civile de l'Érythrée participe quand même à la construction du pays. Par exemple, dans les écoles, la population civile participe activement. Pour construire les hôpitaux, pour construire un service médico-sanitaire, la population civile participe activement. Le gouvernement éthiopien ne s'est jamais préoccupé de scolariser les campagnes.
Mais depuis que les fronts de libération ont pris en charge l'administration des territoires libérés, il existe des écoles jusque dans les régions les plus reculées. En nombre certes insuffisant, mais cet effort permet de convaincre concrètement la population que l'indépendance de fait acquise sur le terrain peut changer la vie de tous les jours. Nous ne faisons pas seulement la guerre, répètent inlassablement les fronts, nous construisons le pays et nous faisons la révolution. Les écoliers érythréens n'ont pas la tâche facile. La plupart parlent à la maison un des 9 dialectes locaux du pays. Ils doivent donc apprendre les 2 langues officielles de l'Érythrée, le tigrinya et l'arabe. Dès 12 ans, l'enseignement de l'anglais est obligatoire. 3 langues et 3 alphabets différents. Une chose qui nous frappe, c'est qu'il n'y a que des garçons. Les filles ne vont pas à l'école. Il faut que vous compreniez que l'Érythrée, c'est un mosaïque de peuples, de différents groupes ethniques, avec différentes traditions culturelles, religieuses, tribales. Donc, le Front de libération de l'Érythrée a pu graduellement être capable de convaincre les familles, on peut dire, conservatoires, à envoyer les enfants à l'école. Le problème des filles, dans certaines régions de l'Érythrée, vous voyez quand même les enfants et les filles ensemble aller à l'école, mais il y a encore certaines zones qui, pour certaines raisons que nous ne pouvons pas encore, mais dans les prochains futurs, probablement et certainement, on pourra résoudre ces problèmes. Les différents peuples qui composent l'Érythrée, les uns chrétiens, les autres musulmans, en sont à des stades de développement culturel très différents. La conscience nationale est née d'abord du passé colonial commun et puis bien sûr de la longue lutte pour la libération. Afin de maintenir la cohésion du pays, les fronts ont mis sur pied des troupes folkloriques qui parcourent les maquis et stimulent les ardeurs révolutionnaires. Après ce préambule martial, la troupe va présenter une série de danses typiques de toutes les régions de l'Érythrée. C'est une façon de resserrer les liens nationaux dans le respect de chaque culture.
La vie de Maki réserve certaines surprises. On se croit en pleine savane, au milieu de gros arbres innocents, et l'on se trouve en fait dans une base du front qui échappera longtemps à l'attention des pilotes de MiG. Sous cet arbre, une petite imprimerie a été aménagée. Une douzaine de personnes y travaillent. Elles écrivent, elles dessinent, elles renéotypent des publications scolaires et des textes de propagande. Un groupe électrogène fournit l'énergie à quelques machines rudimentaires. Toutes les publications du Front de libération de l'Érythrée, comme celle d'ailleurs de l'autre front, le Front populaire de libération, révèlent l'influence de l'idéologie marxiste. On lit beaucoup Lénine et Mao Tse-tung dans les maquis. Plusieurs cadres de la révolution érythréenne ont fait leurs études dans des pays socialistes qui, à l'époque, soutenaient leur cause. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les révolutionnaires érythréens ont quelques raisons d'être amers. Leurs alliés d'hier étaient socialistes, leurs ennemis capitalistes. Mais la raison d'État l'emporte sur les affinités idéologiques et à la faveur de la chute du Négus, les soviétiques remplacent les Américains à Addis Abeba. L'URSS est d'autant plus heureuse de marquer un point sur ce terrain qu'elle vient de quitter la Somalie où les Occidentaux se réinstallent. Ce chassé-croisé d'influences antagonistes embarrasse beaucoup les combattants érythréens. Mais comment avez-vous réagi quand des pays qui ont soutenu votre lutte au début, je pense aux pays socialistes, se sont soudain alliés à vos adversaires éthiopiens? Il faut faire attention ici parce que même quand on dit que les pays, quelqu'un des pays socialistes, ils n'ont pas, même dans le passé, n'ont pas donné un support total, mais ça a été des actes de sympathie. Par exemple, les Chinois, les Cubains, nous avons des éléments qui ont été traînés là-bas. Mais ça ne veut pas dire que ce pays-là, il avait déjà pris une position claire envers la question érythréenne. Parce qu'à ce temps-là, notre révolution était encore en embryon. Aujourd'hui, c'est vrai qu'après que la situation en Éthiopie a changé, il y a toute une série de choses qui a complètement changé. Mais disons qu'à l'époque, les radios des pays de l'Est, par exemple, parlaient de vous comme des héroïques combattants contre le régime réactionnaire et féodal d'Haïlé Sélassié. Et maintenant, on vous traite de sécessionnistes, de contre-révolutionnaires. Comment est-ce que vous ressentez ces changements? Voilà, je ne sais pas si certains des pays socialistes nous donnent l'étiquette de sécessionnistes. Mais c'est ce que je peux dire, c'est que, par exemple, l'Union soviétique était consciente lorsque, en 1952, lorsque les États-Unis ont cherché de nier l'indépendance totale de l'Érythrée, les soviétiques étaient pro, ou bien ils supportaient l'autodétermination du peuple de l'Érythrée. Pourtant, il était pour une indépendance totale de l'Érythrée. Et aujourd'hui, ils fournissent des armes pour vous combattre? Bon, je ne sais pas, on ne peut pas dire ça, mais c'est ce qu'il faut aujourd'hui parce que, comme je viens de vous dire, nous sommes restés pour longtemps isolés de la politique internationale, donc il faudra aujourd'hui, de notre part, faire des pas diplomatiques pour faire connaître les principes de notre, et le contenu de notre révolution à ce que nous appelons nos amis ou bien nos alliés, parce que selon nos programmes, nous croyons que les pays socialistes sont des alliés stratégiques. Il y a le mécanisme de la diplomatie internationale, ça change de jour en jour. Pourtant, nous, en tant que révolution érythréenne, nous ne sommes pas intéressés pour être traînés vers une camp ou l'autre.
nous sommes extrêmement jaloux de notre indépendance. Dans le même temps, nous sommes aussi capables d'avoir notre propre mesure, d'évaluer la politique internationale et pour choisir quand même qui sont nos alliés et qui sont nos ennemis. How long has that big warship been here? Well, since we have reached this place, we captured the northern So part of 2 months. Yeah, before 2 months, I've stayed here. And the little ones are the Czechoslovakian ones? Yeah, Czechoslovakian, they got it in... Given to Ethiopian Navy? Ethiopian, yeah. Now it belongs to Ethiopia. The other one is cargo ship. That's the Russian cargo ship that brings in the... They bring water for the soldiers, water. Certainly looks quite a big ship, that warship. The warship, yeah, it's very big. Has it been active at all? Have you seen it firing? Yeah, yeah. The Soviet ship? Sure, yeah. All the time it fires, especially when the small ships, when they came near the seashore, it will become as a cover. They will shoot for them, as a cover. They give covering fire to the patrols that come up the coast, sure, yeah. Towards us now. Yeah. Ce document a été tourné dans la zone tenue par le Front populaire de libération de l'Érythrée, particulièrement touché par les récentes offensives. Avez-vous des preuves de l'intervention soviétique dans ces affrontements? Bien sûr. Les armements utilisés par les Éthiopiens, et notamment les engins ultramodernes, sont servis par les Russes, car les Éthiopiens ne savent pas les utiliser. Par ailleurs, dans certains cas, plusieurs conseillers et experts russes ont été tués pendant les batailles. Nous avons aussi intercepté leurs messages codés. Enfin, la population elle-même dans les villes peut voir les Russes de ses propres yeux. Nous avons donc des preuves irréfutables et concrètes de la participation soviétique dans cette guerre d'agression colonialiste menée contre notre peuple. S'agit-il d'une présence importante? Oui, certainement. Jusqu'en juillet, ou plutôt jusqu'en novembre dernier, les Éthiopiens n'ont pas été en mesure de progresser contre nos positions autour d'Asmara. Autour de Massawa et dans la région des 3 villes que nous contrôlions encore. En fait, seule l'intervention massive de l'URSS et l'apport d'experts militaires, de conseillers soviétiques qui assumaient le commandement à tous les niveaux, ont permis aux Éthiopiens de progresser. L'offensive a été coordonnée par 2 généraux soviétiques, un pour les forces terrestres, un autre pour les forces aériennes. 11 officiers supérieurs ont assumé la planification et l'exécution de la guerre. Les combats continuent à proximité de la capitale. Un industriel d'Asmara, réfugié depuis quelques mois au Soudan, apporte son témoignage. En allant à l'usine vers 7 h du matin et en sortant vers 5 h, 6 h du matin, on voyait les chars guidés par les Russes et les gros camions qui avaient des missiles guidés et des Russes qui venaient près de l'usine. Parce qu'à ce temps-là, c'était en 1978, la ville d'Asmara s'était encerclée par l'IPLF. Et puis, on voyait les Russes même dans l'opération militaire. Il n'y avait pas seulement des officiers, mais des soldats russes engagés sur le terrain. Ben oui, des officiers, on voyait des officiers qui allaient avec des jeeps militaires, et puis des soldats vraiment qui menaient les gros camions, et puis qui opéraient, qui tiraient, qui installaient les missiles, qui faisaient tout. Ça se voyait parce que dans la terrasse de l'usine, qui était haut, qui était près de l'aéroport d'Asmara, on voyait les opérations pas très loin de nous. Parce qu'il y avait des batailles pendant la journée, même à 4, 5, 6, 7, 8 km d'Asmara. On voyait les Russes, vraiment, les soldats russes même,
en opérant les missiles, les chars et puis les grosses artilleries. Comment réagissait la population à cette présence soviétique? Ouais, la population vraiment ne comprenait pas. Avant, ils ne comprenaient pas comment les Russes, qui justement aidaient la cause de l'Érythrée pendant les débats des Nations Unies en 1952, ils ne comprenaient pas comment les Russes, qui étaient vraiment des avocats pour la juste lutte du peuple érythréen, c'est renverser leur position. Mais vous-même, sur le plan personnel, qu'est-ce que ça a représenté, cette découverte, ce renversement d'alliance? Oui, vraiment, pour moi, c'était une chose choquante, déplaisante, et puis je n'en croyais pas vraiment. Avant, je croyais que ce n'était pas vrai. Mais quand j'ai vu les opérations menées par des Russes, qu'est-ce que vous voulez? C'était ça, puis... C'est ici que sont soignés les blessés de cette guerre, à l'hôpital central du front. En fait d'hôpital, il s'agit plutôt d'un campement sanitaire qui se déplace au gré des nécessités stratégiques. Cette tente, un cadeau du gouvernement italien, abrite la salle d'opération. Elle est équipée de façon rudimentaire. Elle ne permet pas, par exemple, les anesthésies complètes. Il arrive que des médecins étrangers, notamment italiens et français, viennent travailler quelque temps ici. La Croix-Rouge suisse et le CICR font parvenir aux deux fronts des médicaments et des équipements, mais ces deux organismes se refusent à envoyer du personnel médical à l'intérieur même de l'Érythrée pour ne pas troubler leurs rapports avec le gouvernement éthiopien. Lors de notre passage, il y avait 300 blessés et malades à l'hôpital central. Ce chiffre augmente au moment des grandes offensives. Il n'y a ici que 3 médecins érythréens. Ils soignent indistinctement les civils et les militaires. Tous vivent sous les mêmes abris de fortune. J'ai été blessé en m'enfuyant de mon village. Les avions lâchaient des bombes partout. Nos maisons étaient en feu. Nous sommes mis à courir le long de la route sans même avoir le temps d'emporter le moins de bagages. Mais les avions sont revenus très vite et ont tiré sur nous. Nous avons cru qu'ils allaient nous tuer jusqu'au dernier. Nous poursuivaient comme des rats qu'on chasse de leurs trous et qu'on poursuit dans leur fuite. Les Éthiopiens veulent la mort du peuple érythréen. On m'a transporté dans une petite clinique, quelque part dans la montagne, et puis une jeep m'a amené ici, où je suis bien soigné. Avez-vous perdu des membres de votre famille? Je ne sais pas ce que sont devenus les miens, je les ai perdus. Peut-être sont-ils morts, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que tous ceux qui ont été tués ainsi sur les routes, hommes, femmes, enfants, je les pleure comme s'ils étaient de ma propre famille. Ils sont tous mes frères. خلاص ايه كنو دايما لحد صبت لي ترى. Qu'est-il arrivé à cet enfant? Cet enfant, comme vous voyez, il a été, pendant un bombardement aérien, a été frappé par des bombes à fragmentation. Évidemment, ses parents nous ont emportés